critères d'éligibilité. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aucun leader de l'opposition ne peut réunir ces 5 critères-là. Il a dit, nous le connaissons, nous le connaissons pour ses grandes compétences. Des compétences, il y en a en Côte d'Ivoire. Mais face à celle qu'a le président Ado, vraiment, il n'y a pas match. Nous le connaissons pour son honnêteté. Aucun leader de l'opposition ne peut dire qu'il ne traîne pas des casseroles du point de vue de l'honnêteté. Ce n'est pas un débat. Oufoué, lorsqu'il s'en est allé, on a vu, je vais dire sa succession chez Bédier, on a vu Guy Roubert, on a vu Gbagbo, on a vu Thiam, on a vu toutes ces personnes-là, Soro Guillaume, toutes ces personnes-là. Ce sont des qualités que jusque-là, on prend torche aujourd'hui pour chercher. Nous le connaissons pour son sérieux. Voilà, il sait prendre en considération, bien évidemment, ce qu'on doit prendre en considération, contrairement à tous ceux-là aujourd'hui qui sont devenus des girouettes en matière politique et qui donnent et qui prennent des mesures sans réfléchir en amont et qui sont surpris, n'est-ce pas, par les conséquences que ces mesures-là entraînent. Je vais faire une petite sortie. Avant-hier mardi, quand Balé Pulchéry sort, je vous assure que j'ai été plus que touché. Balé Pulchéry dit que ils ont échoué tout simplement parce que il y a eu des propos qui ont été tenus sur la place publique et ces propos ont fait peur aux Ivoiriens au point où les Ivoiriens les ont vomis. Donc elle plaide que ceux qui veulent les soutenir désormais dans leur plan machiavélique de modérer leurs propos. C'est elle qui le dit. Mais quand elle le dit, elle oublie qu'elle a tenu des propos plus graves que ceux-là aussi qu'elle indexe. Elle ne se met même pas dedans. C'est cette opposition-là qu'on a aujourd'hui parce qu'elle a dit de tout brûler dans ce pays-là. Et elle dit que les communicants du Front commun ont exagéré dans leur communication, ont tenu des propos surréalistes. C'est parce qu'effectivement, comme je le disais, ce sont des critères qu'on ne retrouvera nullement dans l'opposition. Et les 2 autres critères, c'est que nous le connaissons pour ses connaissances profondes des milieux financiers bancaires, que sont bien évidemment les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI. On le dit, mais on ne le dira pas assez. Mais c'est quelqu'un qui effectivement a une connaissance profonde. Comme Patrick Achille l'a dit, il faut le voir dans ce milieu-là pour voir la considération qu'on met sur lui. Oui, il y a des compétences, il y a certains qui sont là-bas, qui travaillent là-bas. Mais je me suis posé la question, comment quelqu'un qui a travaillé et il a fini de faire ce qu'il avait à faire et on a eu du mal à le laisser partir au point où on le nomme comme, comment on appelle ça? L'expression là m'échappe. Comme honoré, comment on va le dire comme ça, non? Président d'honneur, non? Gouverneur d'honneur, je sais plus. Voilà, l'expression m'échappe bien. Bon, bref, ça va me revenir après. Donc, ça montre encore une fois que c'est quelqu'un qu'on peut consulter à tout moment. Mais hélas, parce qu'il a la peau noire et il est né non seulement en Afrique, mais plus précisément en Côte d'Ivoire, où on fait tout pour, je vais dire, enterrer nos champions, où on fait tout pour ne pas que la lumière là soit valorisée. Mais comme Dieu ne dort pas, on voit aujourd'hui. Mais bon, des propos ont été tenus et tout ce qu'ils ont dénigré chez le monsieur, ça les a rattrapés. Ça les a rattrapés sur la présentation du programme de société. Parce que tout ce que vous avez reproché au monsieur, qu'est-ce que vous allez présenter dans votre projet de société aux Ivoiriens? Ça ne marchera pas. Et finalement, ils ne peuvent que se braquer et aller dans ce sens-là, dans le sens de l'insurrection, de la désobéissance, de la forfaiture du plan macabre, comme on peut le dire. Parce que tout simplement, c'est des gens qui ne prennent pas les choses comme elles doivent être considérées. Et effectivement, pour chuter, nous le connaissons pour ses excellentes relations. Aujourd'hui, ce monde-là, on ne peut pas le gouverner ou on ne peut pas être un dirigeant en donnant dos ou, comme on le dit chez les enfants là, en ne parlant pas aux autres. C'est pas possible. Parce que si tu le fais tôt ou tard, ça va te rattraper comme ça a rattrapé aujourd'hui les dirigeants de l'AES. Ils ont voulu prendre la Côte d'Ivoire, plus précisément son excellence Alassane Ouattara, comme leur ennemi. Mais l'avenir, aujourd'hui, le temps nous donne raison pour dire que ce que le président Oufoué avait dit est vrai. Parce que s'il était dans les représailles de ping-pong, ce que vous me dites, je suis prompt aussi à vous le renvoyer. Est-ce que aujourd'hui, ce à quoi nous assistons aujourd'hui allait se faire? Et j'ai aimé, je vais dire, la question à laquelle le porte-parole du gouvernement a répondu avec tact, dignité, pour relever leur dignité lorsqu'il dit que nous sommes dans une relation commerciale, vous payez, on vous sert. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Mais quand le président a pris le pouvoir
en 2011 jusqu'en 2013 par là, et qu'il y a certaines attaques qui se faisaient signaler au niveau du Ghana. Mais les frontières entre le Ghana et la Côte d'Ivoire a été fermée. Pourtant, nous sommes dans une relation commerciale. Est-ce que nous ne voulons pas leur vendre aussi ce que nous disposons? Mais à un moment donné, on peut prendre certaines mesures. Même si j'ai la marchandise, je peux refuser de te vendre ça. Mais bon, ceux qui n'ont pas compris, ouais, vous voyez. Mais ça montre encore une fois qu'on a quelqu'un qui sait diriger un État, on a quelqu'un qui sait préserver la dignité, n'est-ce pas, en matière de diplomatie, pour ne pas les mettre dans une sorte d'inconfort. Mais c'est un fait. Et donc, ce président-là, aujourd'hui, si vous n'avez pas de mots de remerciement, parlant bien évidemment de l'opposition, à l'endroit de cet homme-là, je vous en prie, ne sabotez pas son travail. Merci. Merci beaucoup, Véridique. Merci. Et franchement, ce que tu as dit, c'est factuel. Mais malheureusement, bon, j'espère que c'est pas tombé dans l'oreille dessous. Voilà. Donc, le grand frère Aïdé est là. On va lui donner la parole aussi pour qu'il puisse nous expliquer sur le société d'État, notamment sur le société d'État. Grand frère Aïdé. Pourquoi il était dit? Donc, si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne le prenez pas, quoi. Non, mais puis on t'a dit de démuter ton micro, tu n'ouvrais pas, Oumar. Ça, vraiment. Toutes les raisons de me Tu as monté 2 fois. Tu es monté, tu es descendu, tu es monté. Je t'appelle, tu n'ouvrais pas. C'est bon, donne-lui la parole. Vas-y. En fait, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de participer au débat. Je salue tout le monde. Je voulais juste dire aux frères qui parlaient de... Il y a un monsieur qui était monté, à une période donnée, il parlait des sociétés, et puis il a dit qu'il a travaillé à la Palme-Discou. Moi, j'ai 58... Voilà. Moi, j'ai 58 ans. J'ai commencé à travailler quand le président Ouattara est arrivé comme premier ministre. Je vous le dis, ce monsieur, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Mon premier salaire a été viré. En ce moment, j'étais au port autonome. Je me souviens de ça comme si c'était hier. Je suis parti à la banque. On m'a dit, monsieur, on n'a pas d'argent. On attend que les gens qui vendent le poisson viennent verser pour que la banque, c'était bien la Société Générale qui a Vridi, là. Si vous connaissez bien la Côte d'Ivoire, une Société Générale qui est à Vridi. On m'a dit, on va vous donner une partie. Demain, vous allez venir, on va vous donner une partie. En fait, la Côte d'Ivoire était presque en cessation du paiement à cause de la gestion que nous avons subie de nos grands frères, j'aime pas citer les contemporains, mais c'était grave. Donc, le jour où le président, à l'époque, président du comité interministériel, il est venu, il a fait un discours de 7 minutes. Ce jour-là, Houphouët-Boigny a retrouvé sa dignité. Quand il a dit simplement dans son discours, je ne couperai pas les salaires. Toute la Côte d'Ivoire a sauté de joie. Parce que le vieux, en fait, il restait un peu, peut-être, il a dit, bon, prenez votre pays, je m'en vais. On était dans la rue. Je peux faire ce témoignage-là, même au tribunal. Parce que je me souviens, la femme même qui m'a servi à la caisse solidaire à la retraite, elle s'appelle Afoué Oufouette. C'est elle, comme elle me connaissait, parce qu'elle travaille avec notre entreprise, elle était notre gestionnaire. Elle m'a dit, on attend qu'on vienne, quand les gens vendent le poisson au port, les trucs, quand ils font les versements, on désintéresse les gens. On n'a pas de liquidité. Je m'arrête là. Et puis, ce que je peux ajouter par rapport à la CIE, mais à la CIE même est en cessation du paiement, malgré tout ça. Il y avait des lestages partout. Tous les jours, on coupait courant. Je me souviens de ça comme si c'était hier. Le monsieur, quand il est venu, en fait, il n'a même pas vendu la société. Il a scindé la société en deux. Il a créé Côte d'Ivoire Énergie et il a vendu le côté de la commercialisation pour ne pas que les Ivoiriens aient accès aux montants qui sont payés par les contribuables ivoiriens. En fait, qu'on puisse renflouer les caisses. Le patrimoine et le transport est resté propriété de la Côte d'Ivoire. Donc, quand la CIE, qui avait été créée par les Bouygues et autres là, venait, comment on appelle, s'occupait du côté commercial. C'est ça qui a été CIE. On a traité de tous les noms. Nos doyens nous ont mis dans les problèmes. Il a tellement bien travaillé avant, mais ceux qui ont succédé dans la gestion directe du vieux, à partir des années fin 75, pour arriver à nous-mêmes, notre période, pour rentrer dans l'administration ou bien dans la vie active, ils ont mis le pays à genoux. Les sociétés comme Sodefel, vous imaginez, la Côte d'Ivoire était autosuffisante en riz, avec la Soderi. On avait la Sodefel. Nous autres, nous sommes les enfants du Nord, on sait. Toutes ces sociétés-là existaient. Il y avait les grandes plantations qui embauchaient les Ivoiriens. Les gens ne venaient pas en basse-côte. C'est quand toutes ces sociétés-là ont fait faillite que nous nous sommes retrouvés là. Donc, comme on le dit, franchement, le PDCI à la fin, surtout dans l'après Oufouet,
Parce que vous voyez déjà, à partir même de les années fin 80, 85, le vieux était fatigué. Il était déjà toujours tout le temps malade. Il faisait confiance à nos cadres qui n'ont pas mérité de sa confiance. Donc le président Ouattara est arrivé comme un sauveur. Et il leur a enlevé le pain de la bouche. Mais il n'a même pas été méchant. En fait, il leur a revendu ces sociétés-là parce qu'après les restructurations, c'est eux qui ont hérité de ces sociétés-là. Telles que les familles Bion, les SAPH et autres là qui appartenaient voilà, ce sont les Ivoiriens qui ont racheté ces sociétés-là avec l'argent qu'ils nous ont volé. Et bizarrement, je dis souvent, c'est eux qui nous narguent. Mais on est quand même fiers que ce soit des Ivoiriens, même s'ils ont volé et qu'ils sont restés en Côte d'Ivoire. Moi, je prends ça comme ça. Aujourd'hui, ils embauchent des Ivoiriens, les sociétés sont dans la main de leurs héritiers. J'espère qu'ils vont toujours pérenniser ces sociétés-là pour qu'elles soient toujours rentables et qu'ils nous payent les impôts. Voilà. Je m'arrête là. C'était mon coup de cœur. Sinon, je dirais peut-être coup de gueule. Voilà. Bonsoir à tous. Ok, merci. Oumar, faut pas te sentir exclu ou bien comme tu ne dis pas, c'est parce qu'on ne te connaît pas. Mais je pense que tous ceux qui sont sur le panel ici, c'est un jour comme ça, nous sommes connus et puis bon, on a pris l'habitude de se connaître. Donc, il faut pas tu peux ouvrir ton micro, tu peux écrire dans les commentaires aussi. Au fait, tu savais pas, tu t'es sur mute, voilà. Sinon, tu t'es monté 2 fois, j'ai fait la remarque, tu es redescendu, voilà. Sinon, ici, la parole est libre, chacun peut prendre la parole. Hein? Mais vraiment, merci encore pour cette brillante intervention, pour l'histoire que tu viens de nous partager. Vraiment, c'est important. On veut avoir l'avis des uns et des autres. C'est enrichissant ce que tu viens de dire. On a vécu ça même de plein fouet. Guizot qui parle là, quand il parle là, je sais de quoi il parle. Okay. On a vécu ça même. Ok. Dans la douleur. Ok, vraiment, merci. Reste avec nous. Au cas où. Je suis là. Je suis juste prié, mais je reste ouvert parce que votre débat sont intéressants. Ok, merci. Grand frère Aidé est là. Je pense qu'il pourra nous donner beaucoup plus de détails. Bonsoir à tous et surtout un bonsoir spécial à tonton Guizot. Ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas retrouvés. C'est toujours un immense plaisir de l'écouter. Et j'avoue que chaque fois que je l'écoute, j'apprends tellement de choses. Vous pouvez pas imaginer. Donc, chaque fois qu'il y a quelque part, franchement, je cours et je suis vraiment à l'écoute. Je suis tout oui, hein, pour vraiment m'abreuver, hein, de sa source de connaissances. C'est toujours vraiment un énorme plaisir. Et ça, chaque fois que l'occasion se présentera, je ne manquerai pas de le remercier pour tout ce partage qu'il fait avec nous. Et surtout, vraiment, on apprend beaucoup. Et je pense que, malheureusement, j'ai pas suivi un peu le début de la discussion. Je suis arrivé à un moment où j'ai vu Kaza qui est en train de se débattre pour justifier certaines choses. Par exemple, une société peut être bien gérée, même par la faute des dirigeants. Je sais pas, bon, c'était un peu confus. J'ai écouté un peu, bon, je pense qu'il est en train de faire allusion à Palme Industrie. Alors, toute cette période de privatisation qui s'est passée depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara, ben, nous, on était là. Moi, je veux dire, quand ça se passait, on était là. Peut-être que, en 90, moi, j'étais étudiant à l'université à l'époque, c'était l'université nationale de Côte d'Ivoire à Cocody. Donc, j'avais pas encore commencé à travailler, mais, je veux dire, on était quand même, plus ou moins informé des décisions courageuses que le président Alassane Ouattara a eu à prendre. Alors, il y a eu beaucoup de privatisation, il y a beaucoup de structures, mais en réalité, peut-être qu'il faut rappeler, en fait, ce qui peut justifier une privatisation. Vous savez, quand vous avez une société publique, il y a une société à participation majoritaire publique, que ce soit la PME, que ce soit les SODE, c'est quand même des structures qui fonctionnent sous forme d'entreprise. Vous savez, quand vous avez une entreprise qui n'arrive pas à créer de la richesse, parce que le principal actionnaire, c'est l'État. Vous savez, ce qui guide un actionnaire, c'est quoi? C'est l'entreprise où il investit, parce qu'il prend un risque, il apporte des capitaux. En retour, il veut un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement-là, ça se matérialise par la richesse que l'entreprise crée. Donc, vous êtes dans une situation, si vous investissez dans une entreprise et que cette entreprise, plutôt que de vous créer de la richesse, alors, pour créer une entreprise, pour créer la richesse, ce qu'elle a fait, c'est simplement pouvoir être bénéficiaire, avoir des exercices bénéficiaires. Et ça, mécaniquement, en étant bénéficiaire, elle crée de la richesse. Mais chaque fois qu'elle est dans une situation où elle est en train de faire des pertes, elle détruit de la richesse. Parce qu'en réalité, vous, en tant qu'actionnaire, vous apportez ce qu'on appelle des capitaux. Et ces capitaux-là, vous attendez un rendement. Parce qu'en réalité, en tant qu'actionnaire, constamment, on fait un arbitrage. Parce que moi, par exemple, si moi j'ai 1 milliard, si je dois investir le milliard à la compagnie ivoirienne d'électricité, je me dis que c'est une compagnie privée, donc je me dis que je vais prendre plus de risques. J'ai 1 milliard, je peux prendre ces 1 milliard là pour acheter des obligations d'État qui vont me rapporter 6%. Comprenez bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, c'est des obligations tranquilles. J'ai 1 milliard, j'achète des obligations d'État, je sais qu'à la fin de l'année, je vais avoir 6%. Or, 6% de... Juste pour dire que, en réalité, hein, je vois bien, mais le point clé sur lequel j'insiste, on ne privatise pas généralement une entreprise qui fonctionne extrêmement bien, qui crée de la richesse à l'État. Ça n'a aucun sens.
C'est vraiment aux antipodes quoi, de ce qui s'est fait. Et je vous donne l'exemple aujourd'hui de certaines structures, je vous donne l'exemple de la BNI, et puis il y a beaucoup d'autres sociétés aujourd'hui qui font la fierté, qui sont dans le portefeuille de l'État, qui font la fierté. Vous voyez les rendements là. Aujourd'hui, il y a un rapport qui est fait chaque année sur la performance des sociétés publiques et parapubliques. Vous voyez un peu les rendements que ces sociétés-là génèrent. L'État, l'idée même de privatiser ne peut pas traverser l'État parce qu'elle sait qu'elle gagne aujourd'hui, là, elle a des retours sur investissements qui sont substantiels. Il n'y a aucune raison de chercher à privatiser cela. On privatise quand ça se passe pas bien. Voilà, merci. Merci, grand merci encore au grand frère Aïdé. Voilà. N'est que sur Ivoire Débat que vous pouvez participer à ce genre de débat. Voilà. Donc, il y a M. Konaté qui est là depuis un moment. Il y a Matricule qui nous a rejoint aussi. Matricule qui est chef d'entreprise aussi. Je pense que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Donc, je ne sais pas si M. Konaté est là. M. Konaté, vous êtes là. En passe, tu vas monter. Je vais te faire une place dessus. Donne-moi un instant. M. Konaté, vous êtes là? M. Konaté. Alonso, tu peux céder ma place. Ça fait un certain temps que je suis là. Je laisse ma place, ok? Reste. Okay. Monsieur Konaté, une fois. Monsieur Konaté, 2 fois. Monsieur Konaté, 3 fois. Ok. Et Matricule. Bonsoir, mon frère Matricule. Mon frère Matricule est là. Tu peux céder aussi ma place, s'il te plaît. Monsieur Matricule, tu es là ou pas? Bon. Ok. On va. Vous restez. On va donner la place à. Ok, truc est là. Kaza est revenu, hein. Comme vous avez. Ouma, Kaza est revenu, hein. Kaza, il va monter dans, comme on avait fait, sur ce qu'il avait dit là. Donc, il est là. Bon, en passant, monter à la place de Konaté. Oui, Matricule. Ouais, je vais descendre. Je suis en réunion avec des clients là, quoi. Peut-être il va monter dans 30 minutes, s'il te plaît. Ok, ça, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Ok. En passe, tu voulais monter, tu voulais dire quelque chose, donc je te fais monter. Oui, en effet. Vraiment. Merci beaucoup. Ça fait un bon moment que je suis ce panel-là. Et c'est un panel qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et je venais apporter ma pierre à l'édifice là. Pour parler un peu de Palm Industries et puis du moment de léthargie que Palm Industries a suivi dans les années 83 jusqu'à 85 par là. Alors, il faut dire que la Palm Industries s'est confrontée à l'international avec un problème qui existait et qui a commencé à se créer en Asie, qui étaient les États de l'Asie qui étaient en train de se lever, pratiquement la Malaisie qui était rentrée dans le palmier à huile. Donc, je pense que la Palm Industries, au moment où la Palm Industries tombait, bon, le responsable à la tête de Palm Industries, c'était, je pense que, Desanguy. Alors, Palm Industries va tomber parce que, au niveau de la prévision des ventes sur le marché international, la Côte d'Ivoire ne permettait plus, et la Côte d'Ivoire ne pouvait plus compétir avec la Malaisie qui est en train de monter en puissance. Et en plus de ça, nous, notre marché qui était européen a fermé les portes. Ils ont amendé l'huile de palme, ils ont dit que l'huile de palme n'était plus à la hauteur des caractéristiques pour pouvoir rentrer dans l'alimentaire européen. Donc du coup, on ne sait plus où vendre l'huile de palme. Et ça, c'est le plus grand problème que nous avons eu. C'est une difficulté qu'on a eue parce qu'on a des gestionnaires peut-être qui n'ont pas vu ça venir. Ils sont formés pour être gestionnaires, ils auraient dû voir ça venir. L'industrie ne pouvait plus répondre aux normes internationales. Dans ce cas-là, on est obligé d'avoir des gestionnaires maintenant à la tête du Palm Industries qui connaissent les normes internationales et qui peuvent s'y adapter. Palm Industries rentre de ce fait dans un état de léthargie. On est obligé de commencer à céder les acquis de la société, faire des mises en retraite anticipées, et puis on en a fini comme ça avec Palm-Si. Mais le problème, la solution que le président Alassane Dramane Ouattara va envoyer, c'est une solution qui était en actualité avec l'époque et la conjecture qui existait en ce moment donné-là. Ce qui montre le génie d'Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'après lui, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pu faire une pâle copie, même, il dit bien pâle copie, de son habilité à pouvoir restructurer l'économie ivoirienne. Il n'y en a pas eu un. Parce que, après lui, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu aujourd'hui, après la privatisation du groupe Palm Industries qui s'est développé en plusieurs petits groupes, il y avait, avant même qu'on ne privatise Palm Industries, une compagnie qui a été créée par les Libanais, par lesquels ils sont passés pour s'accaparer tout le milieu de l'industrie de la Côte d'Ivoire. CDCI, Comptoir Ivoirien de Distribution. Ils vendaient donc le matériel à crédit à toutes les grandes sociétés. En conjoncture avec les leaders de cette société-là, Cosmelux a fermé. Au déprimant de Sania, qui a été pris par Bédier et Groupe et compagnie. C'est pour dire que, en fait, quand on regarde là, l'échiquier du jeu économique en Côte d'Ivoire,
je pourrais dire, agroéconomique en Côte d'Ivoire industrielle qui est liée à l'huile de palme, mais c'est une architecture en fait de conquête des biens qui sont les industries qui sont sur place, une répartition qui se fait de 5 années en 5 années. Parce que après le groupe CDCI, qui alimentait tous ces milieux-là, CDCI a prévalu, hein, il s'est même transformé en plus. Mais avec l'arrivée de Laurent Gbagbo, ce groupe-là, mais les gars, les Libanais sont passés par ça pour entrer dans l'industrie de la Côte d'Ivoire, qui est l'industrie de la raffinerie. Ils ont obtenu leur première raffinerie à Sikensi, et ils ont obtenu leur deuxième raffinerie du groupe CIPEFSI qui a été revendue à Sassandra. Et aujourd'hui, l'industrie de la raffinerie ivoirienne, là, c'est en train de partir dans les mains. Si ce n'est pas la CIE qui ne leur appartient pas. Pourquoi? Simplement à cause du comptoir ivoirien de distribution qui a été créé, qui revendait toutes les pièces technologiques qui venaient. Et dans la même lancée, il y a eu la fermeture de Côte d'Ivoire Ingénierie. Ça dit que on a eu, avec la guerre qui s'est faite pour la cessation du pouvoir entre Gbagbo Laurent et puis Guéhi Robert, le départ de tous les ingénieurs de Côte d'Ivoire vers la France. Ils ne sont plus jamais revenus. Parce que Côte d'Ivoire Ingénierie, c'était la société qui contenait le pillon des ingénieurs de la Côte d'Ivoire pour réparer toutes les usines de palme industrie. Et après ça, aujourd'hui, tu prends un Ivoirien qui est formé dans les grandes écoles techniques, tu le fais sortir, tu lui parles des équipements qu'on prend pour raffiner l'huile de palme à fond, il va commencer à balbutier parce qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de pouvoir avoir une assise pratique dans le domaine. C'est Côte d'Ivoire Ingénierie qui donnait ça. Du coup, la Côte d'Ivoire se retrouve à quel niveau aujourd'hui? Quand on regarde, avec le président Alassane Ouattara, il a compris ça tellement en avance qu'il a commencé à créer les universités pour renforcer le domaine de la production des techniciens. Ça veut dire qu'au niveau du développement technologique, au niveau de l'agro-business, on est réparti, on est à zéro. Le miracle qu'on prenait en 1975, qui devait donner des leaders, qui donnait un chemin pour avoir des ingénieurs, tout et tout, on l'a fait tout échouer en 93. Les techniciens sont partis, les acquis industriels sont partis. Il y a un frère qui est monté, qui a dit quelque chose. Dieu merci, c'est les Ivoiriens qui ont repris les sociétés. Ok, c'est les Ivoiriens qui ont repris les sociétés. C'est les grandes familles, parents du PDCI, là, qui ont repris encore les actions de CIE, etc. Mais reprendre, c'est bon. La continuité s'inscrit dans la logique de la continuité. C'est ça. L'Ivoirien ne s'inscrit pas dans la logique de la continuité. Vraiment, le débat que tu as mis, c'est tellement intéressant. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je m'aurais fini par dire que aujourd'hui, l'agro-business, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, la Côte d'Ivoire, si on ne le restructure pas à fond, on finit par perdre tous les marchés. Au point de vue café et cacao, au point de vue café simplement, la Colombie et le Brésil, les Européens, ce sont des hommes d'affaires. Ils ne marchent qu'avec leurs semblables ou leurs frères qui peuvent leur faire des affaires à moins de marché et qui peuvent les aider plus tard s'il y a un problème futur. Donc, quand eux, ils nous regardent sur le marché des affaires économiques et du vente de café, cacao, etc., Houphouët-Boigny l'a compris il y a longtemps. Il a baissé les chines pour permettre à la Côte d'Ivoire de rebondir. Mais quand on baisse les chines, on permet de rebondir, on a un rebond, et puis nos enfants ne comprennent pas, on revient en arrière. C'est ce qui s'est fait avec la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quel est le leader que nous on a qui peut comprendre la logique du marché international et puis nous permettre de rebondir sur les 30 ans à venir? Avec le président Alassane Ouattara, je pense qu'on a la trouvé. Mais avec les autres qui sont en train de faire des semblants de compréhension, se cachent derrière les privatisations pour reprendre les biens qui devaient être répartis pour aider la population à avoir une classe moyenne, grande. Mais il y a double trahison. Et ça, c'est ce que l'ensemble de la masse des Ivoiriens, souvent, ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi on va en division. Voilà pourquoi on a toujours des discussions même à n'en point fini. Les discussions arrivent simplement parce que la classe moyenne est en train de diminuer. C'est tout. Donc, j'aimerais m'arrêter là parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce dossier de l'agro-industrie de la Côte d'Ivoire qui est en train de disparaître là, que vraiment, j'aimerais pas trop monopoliser la parole et puis m'écarter du sujet. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Quand tu regardes dans les commentaires, on me dit de ne pas te couper la parole, de te laisser continuer. Je peux faire une question? Tu vas, ok, vas-y, grand frère, vas-y. Alors, deux choses, hein. Bon, la conclusion à laquelle il arrive là-bas, moi, je pense qu'elle est factuellement fausse. Penser que l'agro-industrie est en train de, l'agro-industrie en Côte d'Ivoire est en train d'aller dans tous les sens, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les chiffres sont là pour montrer que c'est complètement faux. Aujourd'hui, quand le président Alassane Ouattara est arrivé, si vous regardez un peu l'investissement dans le secteur secondaire,
Aujourd'hui, là, les chiffres sont là. On avait aujourd'hui un investissement qui était autour de 14, qui faisait à peine 13 ou 14% du PIB qui était investi dans le secteur secondaire. Le secteur secondaire, c'est le secteur industriel. Aujourd'hui, nous sommes à 23%. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a un cadre qui a été créé pour permettre aujourd'hui à cette agro-industrie de devenir vraiment un maillon essentiel du développement de la Côte d'Ivoire. Et vraiment dire le contraire, là, franchement, ça résiste pas. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Ça résiste pas à l'analyse, ça. C'est pas vrai. Aujourd'hui, au niveau de l'agro-industrie, la Côte d'Ivoire est en train de vraiment faire des pas de géants grâce au cadre qui a été créé pour permettre aux entreprises de s'installer et de pouvoir, aujourd'hui, depuis 2015, la Côte d'Ivoire est devenue le premier broyeur de cacao au monde, monsieur. Au monde. Avant cette date-là, c'était les Pays-Bas qui broyaient qui était le plus grand broyeur de cacao au monde. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire a pris ce rang. Mais on le prend comment? On le prend parce que, justement, il y a une politique réfléchie pour repositionner le secteur agro-industriel. Aujourd'hui, là, vous avez des investissements. Vous avez vu Transcao, les usines Transcao. Vous avez vu aujourd'hui le milliardaire Dessongui qui est en train d'investir. Mais alors, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas tout ça. Et puis, vous arrivez à cette conclusion-là. Et puis, deuxième chose, vous dites qu'il y a des grandes familles, que quand il y a eu la privatisation, que les gens ont fait des passe-droits pour prendre la CIE. Vous pouvez citer les grandes familles, là, les grandes familles ivoiriennes qui ont repris la CIE, parce qu'on était tous dans ce pays-là quand la CIE a été créée. Est-ce que vous avez pris le temps de voir la liste des actionnaires? Vous pouvez nous citer ces grandes familles-là qui ont pris, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci. Ok. On va permettre à M. Ampass de rebondir en 1 minute. Et puis bon, il y a Guizot qui doit reprendre encore parce qu'il y a Ouma qui lui avait fait une remarque et le réseau aussi n'a pas encore parlé il y a longtemps. Et il y a Véridique aussi qui est là. Ampass, il faut rebondir sur ce que M. Haïdé dit. Voilà, en 1 minute. Et puis Oui. Peut-être que j'ai pas bien entendu le début de ce qu'il disait. Ou bien peut-être que à travers mes propos, je me suis fait mal entendre. Hein. Voilà. Il me demande de citer les familles. Je ne connais pas le nom des familles en détail qui ont fait cela. Ce que je connais aussi, je ne veux pas l'exposer là parce que ce sont mes proches aussi. Mais moi, je dis toujours, et je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire n'a pas une position qui est appréciable. Mais le jet qui a été fait était suffisant pour que nous puissions quand même encore élargir complètement la classe moyenne. La réponse n'a pas été ce qui devait être attendu. Mon cri de cœur n'est pas un cri de cœur en défaveur de la vision qui est installée maintenant dans l'agro-industriel. Non, c'est un cri de cœur qui est en train d'amender les gestionnaires qui furent et puis de mettre en garde les gestionnaires à venir. Parce que aujourd'hui, dans le cacao, on a cette chance-là. Mais cette chance-là, quand vous allez en Suisse, là, cette chance-là, c'était en train de nous échapper. Ils ont même des fontaines là-bas où ils font couler le cacao tout le temps. Ils font comme si ça venait de chez eux. Mais ça, c'est des choses. Si tu n'es pas sorti du pays, tu ne peux pas savoir. Moi, je ne savais même pas ces choses-là. Moi, j'ai été élevé dans le concept de l'agro-industrie. Moi-même, je me suis formé ingénieur même dans le raffinage de l'huile de palme. Depuis petit jusqu'à maintenant. Moi, je ne savais pas. Mais c'est après, je me suis rendu compte de cette potentialité qui était et qui n'a plus. Et qui ne fait pas attention, c'est en train de revenir encore, mais on peut encore perdre. C'est de ça que je parle. Sinon, je ne m'inscris pas dans une logique d'accusation de certaines familles, de tout. Non, je veux qu'on aille dans la continuité du succès. C'est ce que j'ai à donner comme réponse. Ok, merci beaucoup. Ok, franchement, ce débat enrichissant, c'est vraiment enrichissant pour nous autres. Vraiment, c'est important que chacun vienne donner son avis et son expérience. Voilà. Bon, tonton Guizot, tonton Guizot est là. Je suis là. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites là. Donc voilà, donc il y a l'autre, il y a Ouma qui t'avait fait, je crois, une petite remarque sur ton intervention. Bon, il avait porté aussi son expérience, donc voilà, il faut essayer de rebondir. Tu as écouté, bon, voilà, vas-y. D'abord, j'ai dit merci à mon frère Haïdé, merci vraiment, bonne arrivée. C'est le domaine de M. Haïdé, mon frère Haïdé. Il est venu, il a fait vraiment un approfondissement plus enrichissant encore, et sur lequel justement nous prenons des notes et puis nous étoffons nos connaissances. C'est l'essentiel, puisque de ce qu'il a approfondi là, ce que moi j'ai écumé en fait. Donc je ne sais pas exactement ce que Ouma a dit. Je sais pas que Ouma avait dit en son temps que sur la question, je sais pas trop, c'est parce que je pense que pas qu'Ouma soit trop, n'est-ce pas, en contradiction avec moi sur ce qu'il a dit. Hein. Ce que je disais. Et d'après.
Disons avec toi, excuse-moi, émotion. Je ne suis même pas concerné. Je suis d'accord avec vous. Je suis venu juste. Il y avait un monsieur qui était monté avant vous. C'est pas Guizot. J'ai dit, il y a Guizot même qui est monté pour rectifier. C'est Kaza, pardon. C'est Kaza, il est là, il est remonté. Ah, voilà. Il avait parlé. Il est en dessous de toi. Il est en dessous de toi. Pardon, c'est moi qui. C'est moi, je Voilà, j'ai dit que mon frère Guizot a raison, que nos doyens nous ont conduits à cette situation. Sinon, le vieux avait tout mis en place pour nous. J'ai dit, mais ceux qui étaient censés le succéder, franchement, nous ont mis dans la merde. Donc, il a fallu que le docteur Ouattara arrive pour redresser notre économie. Et puis, à la mort du vieux, il est reparti où il est quitté. C'est-à-dire encore dans les mêmes finances. Et la gabégie a continué. Sinon, la Côte d'Ivoire avait le potentiel. Ok, on va permettre à Guizot de continuer. Comme il a la parole. Ok. Oui. Je savais qu'on n'était pas en contradiction, peut-être que le modérateur n'avait pas bien saisi. Mais en fait, je vais dire, il y a un élément sur lequel Kaza est revenu. Pardon, je réinsiste de l'intervention vraiment magistrale de Jaïdi, qui est vraiment enrichissante. Et je voulais redire sur la question. Kaza, il avait dit une chose, n'est-ce pas, concernant les mesures d'ajustement structurel qui sont intervenues juste avant l'entrée en scène du président en son temps. Mais il n'était même pas premier ministre du gouverneur Ouattara en 90 en Côte d'Ivoire. Je dis qu'il y a eu le plan Komoué Kofi. Tu m'as dit non, Komoué Kofi n'était même plus ministre en 90. Non, Kaza. Il ne faut même pas chercher à répondre automatiquement quand on te dit une chose sur les plateformes. Là. Ça fait partie de l'histoire profonde de notre système en Côte d'Ivoire. Le plan Komoué Kofi, là, c'est lui qui a mené le gouvernement Houphouët-Boigny à la réduction systématique des salaires. C'est un de ses pans. C'est un des pans du plan Komoué Kofi. La question n'est pas de dire en 90 il était ministre ou pas. C'est pas ça que je te dis. Hein. Donc quand le président Ouattara, parce qu'en réalité le président Houphouët cherchait dans ses équipes actives, celui qui était en mesure de lui donner le plan approprié pour mettre en œuvre les recommandations, les commandements des institutions de Bretton Woods. De mon point de vue, nous on était vraiment des jeunes, on était des enfants au collège. Hein. Donc, de ce que nous on a retenu là, apparemment le plus brillant d'entre eux qui a sorti un plan, c'était Komoué Kofi. Et donc, le plan, l'un des pendants du plan de Komoué Kofi, c'était la réduction des salaires. Et donc, j'ai encore des éléments de formation précis sur le journal, le numéro de Fraternité Matin qui a publié le barème de la réduction des salaires en Côte d'Ivoire en 90. Je n'ai pas sous mes yeux, mais là où je suis, j'ai un document qui a, n'est-ce pas, ces coupures de presse là, qui a relevé toutes les dates clés de 1990. Vraiment, j'ai ça sous la main. Donc, c'est justement toutes ces données, toutes ces mesures qui étaient qui apparaissaient un peu hasardeuses et qui ont mis en difficulté réellement le président Houphouët-Boigny, qui l'ont obligé finalement à faire appel à un expert, fils du pays, le président Ouattara, qui vient et que la mesure même qui était la mâchure de toute la population, vous avez dit qui était la mâchure de toute la population ivoirienne, nous étions enfants, mais nos parents grinçaient les dents, c'était la réduction des salaires. Le reste, là, les gens s'en foutaient, mais la réduction des salaires, là, ça a été une mâchure dans l'esprit des gens, mais on retient toujours que c'était l'un des pans du plan Komoué Kofi. On n'a pas dit qu'il était ministre en 90 ou pas. Mais il était apparemment l'un des plus brillants économistes du système Houphouët en son temps, en dehors du temps d'arrivée du président Ouattara. Tu vois un peu. Donc, après cet épisode-là, quand le président Ouattara entre en scène, je dis bien quand il entre en scène, du moment où il est entré en scène au début des années 90, à partir de mars-avril 90, jusqu'à aujourd'hui, personne, je dis bien personne, du temps du vécu d'Houphouët jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui l'a supplanté en termes de capacité de génie économique en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Les gens disent ce qu'ils veulent. Les gens parlent comme ils veulent. Je dis bien qu'il n'y en a pas jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand il vient, quand il commence, quand il recommande au président Houphouët-Boigny, et que lui-même il prend la parole pour dire qu'il n'y aura pas de réduction des salaires, toute la population est soulagée. Et depuis ce temps, les mesures même qui ont été prises après ça, personne n'a ressenti jusqu'à ce que la barque reprenne vraiment la navigation de façon plus ordonnée. C'est bien qu'après, les gens aient profité de cette remise en selle
de l'économie ivoirienne. Et que, à partir de 1994, regardez bien le timing. La dévaluation de la monnaie du CFA arrive en janvier 1994, c'est-à-dire entre le 10 et le 12 janvier 1994. Alors que M. Bédier arrive effectivement aux affaires à partir du 7 décembre 1993. Du 7 décembre 1993 jusqu'au 10 janvier, jusqu'au 7 janvier 1994, ça fait un mois. Un mois et 3 jours plus tard, comment le président Bédier et tout son système ont pu préparer une dévaluation? C'est impossible techniquement. Mieux, il y a des archives de la Banque mondiale et de la BCAO qui font clairement état de ce que cette restructuration de l'économie passant par la monnaie a été engagée depuis les années fin 92, début 93. Par un système, pas forcément à l'intérieur de la Côte d'Ivoire seulement, par un système qui a été lancé depuis la Côte d'Ivoire et qui était entre autres pilote où il y avait le président Ouattara. C'est des documents que nous pouvons retrouver, que nous pouvons lire avec l'esprit apaisé et comprendre le mécanisme pour que nos génies là, qu'ils soient vivants ou non, nous puissions les célébrer comme les blancs, les franchisseurs. Jusqu'à ils nous obligent à étudier leurs génies là, même s'ils sont morts là. Faisons-le. Jusqu'à, je dis bien depuis 90, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un génie sur la macroéconomie, la globale économie en Côte d'Ivoire qui soit au-dessus du président Ouattara. Qu'on me prouve, qu'on me donne des éléments qui le montrent. Parce que le jour où nous autres qui étions enfants, quand nous avons vu à la télévision un monsieur où nos parents disaient que vraiment le pays va devenir vivable parce qu'on va diminuer le salaire. Et puis un monsieur vient et dit, on diminue plus le salaire, et puis tous les parents sont contents. Là. Depuis ce temps-là, moi, j'ai pas vu quelqu'un qui avait quelque chose qui soit plus marquant encore. Et chaque jour, il démontre, il affiche aux yeux du monde entier, qui sommes des gens effacés, ordinaires, là. Nous là. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'étudier nos génies. Voilà, de les sacrer, de les consacrer. Et de les apprendre à nos enfants. Si vous voulez là, dites à vos enfants, qui sont vos génies? Mais nous là, nous connaissons nos génies. Et ils sont marqués dans le temps, dans les dates, dans les archives de l'histoire du monde entier. Et on va les toujours les montrer à nos enfants. Et à ceux qui sont prêts à nous écouter. Je vous remercie. Merci beaucoup, tonton Guizo, vraiment, merci beaucoup. Bon, il y avait... Je te jure, j'ai les larmes aux yeux. En fait, ce que tu dis là, ce que tu viens de dire là, je l'ai vécu. Je l'ai tellement vécu. Ok, Quand on parle de ça, quand la parole va te revenir, tu vas nous faire partager ça aussi, s'il te plaît. Le réseau. Oui. Ouais, voilà, donc c'est ton tour de parole avant qu'on donne à Véridique. D'accord. Ok. Ben, avec toutes ces brillantes interventions de tous ces experts, parce que c'est le mot, on peut le dire, de tous ces experts, passer derrière n'est pas chose facile. Mais bon, on va essayer d'apporter quand même une valeur ajoutée. Que peut-on dire de tout cela? C'est que, comme tonton Guizo le disait tantôt, ce monsieur-là, on a appris à l'aimer, en tout cas moi pour ma part. Quand je l'ai vu à la télé, venu nous faire des courbes, venir rendre compte tous les jours de ce qu'était sa gestion, et ça, il le faisait en direct à la télé. Donc, on était épatés. On n'avait jamais vu ça auparavant. Voilà. Et ça, c'est ça, un grand homme. Et les édifices au sens propre comme figuré, édifices humains, édifices en termes d'infrastructures parlent pour lui. Voilà. Tous ces acquis là, ces acquis à tous les niveaux, les cités, on est fatigué de les citer maintenant, parlent pour lui. Comme tonton Guizo l'a dit là, bon, ceux qui veulent pas admettre, libre à eux. De toute façon, on ne demande pas à quelqu'un d'admettre. C'est du concret. Ouais, la chose est là. Le monsieur, en plus d'être un génie, est un homme bon. Un homme bon parce que la Côte d'Ivoire aurait pu chavirer. Mais grâce à sa bonté, pour parler simplement, pour que ceux qui sont en bas nous comprennent, voilà, il a pu tenir le pays à flot. Parce qu'il a demandé aux uns aux autres d'aller à la réconciliation, de se calmer. Dieu seul sait.
Dieu seul sait à quel point ceux de son camp, ses partisans, étaient en colère et étaient prêts pour certains à en découdre. Mais il a pu nous calmer tous. Voilà, et c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, tout le monde profite des actifs de la Côte d'Ivoire. Tout le monde en profite, là. Voilà, de ce que la Côte d'Ivoire est devenue. La Côte d'Ivoire est mise sur un piédestal avec sa compagnie aérienne. En fait, on évolue à tous les niveaux. La dernière fois, le grand frère Aidé s'est mis en grand pour le centre de biomasse. Je crois que c'est le plus grand centre d'Afrique de l'Ouest, en tout cas, au moins de l'Afrique de l'Ouest, d'Aboisseau. Donc, en fait, aucun pan n'est négligé. C'est ce qui est épatant. En pleine campagne, ils ont inauguré Sebroco. Hein? En pleine déclaration de résultats. Voilà. Donc, vraiment, un travailleur infatigable. Et ceux qui sont passés, pour certains, reconnaissent son génie et son travail, le travail fait dans le temps, sa capacité à travailler, reconnaissent son expertise, sa respectabilité, sa notoriété. Et certains le jalousent. En tout cas, la plus grande partie de la population, que ce soit la population ainsi que ses pairs à travers le monde, le respectent et reconnaissent que ce monsieur est un grand homme. Voilà, comme tonton Guizot le dit, il faut qu'on le lui rende de son vivant, tant qu'on peut. Voilà, qu'on ne cesse de rappeler que d'autres personnes pourraient prendre ça pour de l'idolâtrie, c'est leur problème. Voilà, moi je préfère être idolâtre d'une personne comme ça, voilà, que d'un vaurien. Je ne citerai pas de nom, suivez mon regard. Ouais. Donc, à ce stade-là, c'est ce qu'on peut dire. Nous sommes fiers de toutes ces écoles d'excellence, de ces champions nationaux qu'on est en train d'aider à naître. Certains sont déjà en place et toutes ces entreprises qu'on aide à grandir et ce rétablissement qui se fait en douce de la justice économique, c'est-à-dire que tous les monopoles là, qui avaient les monopoles cachés dont on parle souvent, tel peu par le monopole, tel peu par le monopole, ou telle partie de la population ravit tous les marchés en douce, les choses sont en train de se rééquilibrer. Ce qui par contre, comme l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, ce qui reste à faire, il faut le dire, c'est une grande partie de l'entourage du président Alassane Ouattara, où beaucoup sont devenus des affairistes. Voilà, il faut le dire, hein. Il faut le dire, parce que nous, on peut pas se battre pour que des affairistes passent leur temps à s'enrichir eux et leur famille. C'est ce qui doit changer. Moi, j'espère beaucoup de ce mandat-là. Voilà, j'espère beaucoup de ce mandat. Il a dit que c'était le mandat de la transmission. Donc, franchement, on espère beaucoup. Et on sera très critique. Voilà, maintenant, je crois qu'on va plus porter de gants. Parce que on a assez toléré pas mal de choses, quand bien même qu'on critiquait, hein, mais on a assez toléré pas mal de choses. Moi, je pense que il va falloir être très critique et demander des résultats. Voilà. Donc, je m'arrête là pour ne pas tergiverser et être redondant. C'est ce que je pouvais dire. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette brillante intervention. Vraiment. Là. Oui, Kaza, calme-toi, tu auras la parole. Calme-toi. Il y a Siam qui est monté. Bonjour Siam. Véridique. Oui, Alonso. Oui, vas-y, parce que là, il y a beaucoup de choses. Ouais, effectivement. Notamment celui-là qui est déçu. Non, mais j'aimerais que Véridique. Il arrive. Voilà. Parce que, nous voyons effectivement la présence de celui-là aujourd'hui qui est déçu de son mentor et qui préfère aujourd'hui prendre le pseudonyme de proposant. Parce que, effectivement, c'est lui que lui il est censé suivre. Il veut obliger ce dernier-là à le suivre. C'est un bravo pour lui. Alors, effectivement, tout ce qui a été dit concernant notre champion, l'indétrônable Alassane Ouattara, effectivement, ça nous plonge dans ces prouesses que je vais qualifier nostalgiques. Et que, il y a des prouesses nostalgiques où Gbagbo Laurent fut dans l'obligation d'accorder une interview à Alain Foucault. Interview dans laquelle ce dernier-là a eu à s'insurger contre l'un de notre droit constitutionnel, qui est d'avoir droit à un environnement sain. Ce monsieur a eu à dire ici que il ne voyait pas l'utilité de l'embellissement de la ville d'Abidjan. Je dis ça et j'établis le parallèle pour dire
que ce monsieur, effectivement, est celui-là que je qualifie de prophète économique. Parce que toutes les grandes nations qui ont connu le développement, qui ont connu, je vais dire, tout ce qu'elles ont aujourd'hui, où elles peuvent recevoir du monde pour les visiter, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, partout au monde, tout ce qu'on peut appeler, tous les pays qu'on peut appeler aujourd'hui des grandes nations, ont connu les prophètes économiques. Aucune nation ne peut se développer politiquement. On se développe économiquement. C'est pourquoi je ne veux pas faire, je vais dire, d'insultes envers le président, je vais dire, Feu Houphouët-Boigny, qui a fait de son mieux. Mais Houphouët-Boigny n'était pas un économiste. Mais nous sommes d'accord que dans la vie, un être humain ne peut pas réunir toutes les compétences en lui seul. Et qu'il faut une diversification. Quand on est à la tête, ce qu'on a comme insuffisance, il faut chercher à le combler. C'est ça, la réalité. Parce que, effectivement, Houphouët a connu les premières années de ce pays. À un moment donné, oui, il y a eu ce qu'on a appelé le miracle économique. Mais après, ça a montré ses limites. Et quand ça montre ses limites, c'est là qu'il faut saluer le Feu Houphouët-Boigny. Il faut le saluer. Parce qu'il va se rendre compte je vais dire, de la situation. Et en tant qu'un bon père de famille, il va chercher à trouver un moyen. Comme quand un père de famille, parfois, n'arrive pas à joindre les deux bouts, perd le sommeil, est gagné par l'insomnie et cherche la pitance du lendemain. Et il décide d'aller, n'est-ce pas, à la quête de cela. C'est ça le bon père de famille. Et donc, il est allé chercher son excellence Alassane Ouattara, quoi qu'on dise. C'est pourquoi je ne vais pas revenir encore sur les qualités que j'avais déjà présentées. Mais quand Houphouët le présente, et je vais encore une fois insister là-dessus, quand Houphouët le présente, ça montre que c'est lui qui peut résoudre ce problème-là. Il ne va pas le résoudre sur la base d'ethnie, il ne va pas le résoudre sur la base de ses diplômes, mais il va résoudre ça sur la base de la réunion de tous ces éléments-là. C'est pourquoi Houphouët va présenter ces critères-là, où encore une fois, je continue de plaider que ces critères-là deviennent des critères d'éligibilité. Parce que quand il le dit, nous le connaissons pour ceci, nous le connaissons pour cela, ainsi de suite, ça montre déjà que la solution qui doit être apportée aux problèmes auxquels les Ivoiriens à l'époque faisaient face, il faut un homme qui puisse incarner ces qualités-là pour résoudre ça. Et c'est ce que, effectivement, son excellence Alassane Ouattara incarne jusqu'à aujourd'hui. Et donc, essayez bien évidemment de ne pas reconnaître ces prouesses-là et essayer de rejeter du revers de la main, je veux dire, ces résultats qui ne souffrent d'aucune contestation. Moi, je veux, certainement dans sa prise de parole, le proposant, qu'on mette dans un tableau comparatif, avec tout le respect qu'on a, on va enlever Houphouët-Boigny dedans. Mais on va prendre de Bédié jusqu'à dépasser l'enfant d'Amadou Thiamesso. Tous ceux à qui ils rêvent, parce que parfois ils sont là, ouais, Stanis Zézé, ouais, comme ci, comme ça, mettez-le dans le tableau. Et puis on va dresser les Mamadou Koulibaly là. On va les mettre dans un tableau à cocher. Et puis, tout ce que vous allez donner comme critère là, on va mettre ça dans le tableau. Et puis on met le nom. Comme de façon on fait les tableaux des différentes colonnes là. On met. Et puis on met. Et on a les critères là, en haut, soit en horizontal. Et puis on met les noms de façon verticale. Et puis les cases là sont là. Puis on va cocher. Vous pensez que ce monsieur-là mérite d'être jeté dans la boue au profit de quelqu'un d'autre? Parce que quand on ne veut pas reconnaître quelque chose, ça veut dire qu'on est prêt à accepter ce qui est mieux que ça. C'est ça en réalité. Sinon, si moi je ne connais pas, je vais dire, les limites de ce monde en tant que voûte, je ne peux pas me mettre à conjecturer sur sa limite. Mais si je vais en faire un objet de discussion, ça veut dire que je sais sur quoi je compte. Comme dirait quelqu'un, quand l'aveugle veut te lapider, c'est qu'il a son pied sur le caillou. Donc, porter le nom de proposant et refuser la factualité, ça veut dire que tu as mieux que ce dernier-là. Moi, je veux qu'on vienne au débat, qu'ils nous disent, oui, sur tel point comme il a essayé de faire, ou Guizot a essayé de le reprendre, mais qu'ils nous disent aujourd'hui, parce que je veux qu'on, c'est bien, je veux qu'on évolue, parce qu'il y a aujourd'hui le PND qui est là, il y a des grandes perspectives qui s'annoncent et qui sont là. Donc, je veux qu'on nous dise, voilà l'homme qui est mieux que lui. Parce que jusque-là, moi j'ai vu et on a entendu, on a essayé de le présenter comme quelqu'un qui a fait de son mieux pour redonner le sourire aux Ivoiriens. C'est ça, le chef d'État. Il doit pouvoir donner le sourire à ses concitoyens. Et non des pleurs, et non des angoisses, et non des amertumes. C'est ça. Et quand il gouverne, il fait de son mieux. Ce n'est pas encore une fois un ange, mais il fait de son mieux. Et ceux qui sont là aujourd'hui comme challenger,
qui ont mobilisé une partie, je dis bien une partie, ça ne veut pas dire la moitié, parce que c'est du français, qui ont essayé de mobiliser une partie des Ivoiriens pour les faire sortir dans la rue. Ceux-là, leur passé là dit quoi? Parce que jusque-là, on est sur le passé. Hein? Oui, il a fait ceci, c'est bien, on est sur le passé. Je veux aussi qu'on visite dans ce débat-là, plus que le proposant est là, celui derrière qui se cache là, son passé là, il y a quoi dedans? Il faut qu'on regarde là-bas, comparatif. C'est pourquoi je demande un tableau. Voilà. Dans le passé du mari de Nadi aussi là, qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? Je suis sur ça pour dire que j'aime bien le présenter très souvent comme étant le premier patriote économique de ce pays. Parce qu'on a déjà connu le patriote politique, on n'avait pas encore connu le patriote économique. Il a abandonné beaucoup de choses. Et jusqu'à présent, il en parle. Et à chaque fois, il est obligé d'abandonner ses projets pour continuer à nous donner le sourire. Et nous lui disons encore merci. Merci. Parce que oui, il essaie de donner le meilleur de lui-même. Et encore une fois, merci. Et je prie Dieu, que Dieu lui donne longue vie encore, pour que non seulement il termine son mandat jusqu'en 2030, mais qu'il puisse nous désigner encore et continuer encore à être le président honoraire de ce pays-là, comme le FMI l'a recommandé. Merci. Ok, merci beaucoup. Bon, je ne sais pas si ça ne vous dérange pas de mettre le temps, parce que ça va durer, hein, parce que je vais mettre le chronométré maintenant, et puis bon, pour que les autres puissent intervenir aussi. Mais je demande aux opposants qui sont en bas, si vous voulez monter pour aider Casa, on va vous faire une place. S'il y a quelqu'un qui est un opposant en bas qui se signale, le débat est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant, et bon, je vois que les gens apprécient beaucoup ce volet économique-là. Donc, c'est vraiment intéressant, et ça nous profite à tous. Et voilà. Donc, s'il y a des opposants qui sont en bas, qui veulent apporter de la contradiction, vous pouvez monter. Faites votre demande dans les commentaires, et puis bon, je vous ferai monter. Je vous ferai une place, s'il vous plaît. Donc, Kaza, vas-y. Ça te dérange pas si je mets le temps? Parce que ça dure avant que... Au contraire, ça me permet même de... Hein? Vraiment, ça... Donc, je mets le chrono? Oui, vas-y, ça me dérange pas. Ok, donc je mets 5 minutes pour chacun. Là, comme ça permet aux gens de rebondir rapidement. Ok, vas-y, top chrono. Ok, merci à tous. Bonsoir. Ayede, tu m'as un peu déçu. Je ne suis pas habitué à ça. Tu ne m'as pas donné le temps de ce soir. Même si tant est que ce matin, tu m'as donné le temps du matin. Mais ce soir, tu ne m'as pas donné le temps de ce soir. Petite digression. Bon, moi, franchement, le véridique, je ne sais pas, tu t'inscris dans la même démarche que Dengele. Tu prends la parole, tu dis, quand je suis descendu, tu dis que moi j'ai traité, je te paraphrase, hein, j'ai traité le président de la République de malhonnête, hein, entre guillemets. Non, je ne peux jamais le faire, je te le dis. Je l'ai dit et répété. J'ai plus croisé le président de la République dans ma vie que Tidjane Thiam. J'ai plus croisé Madame Kandia Kamara dans ma vie que le président Thiam. Je te raconte une petite anecdote. À l'époque, avec mon ami Romain, paix à son âme, Sébastien Kabi, qui est là, avec Alain, le président de la République, à l'époque, nous avait financé pour un projet qu'on appelait l'AE UNESCO, qui permettait d'aider les enfants pendant ce qu'on appelle les cours de vacances gratuitement, leur fournir des stylos et des cahiers pendant les cours de vacances. Si tu as bien remarqué... Kazaïdi n'a pas dit ça. Bon, ok, c'est ce que j'ai cru entendre, je suis désolé. Mais si tu vois dans mes débats, jamais de la vie, je vais me permettre d'insulter le président de la République. Je porte des gants quand je critique sa politique. Parce que personnellement, désolé de parler de ma vie personnelle, personnellement, c'est quelqu'un, à un moment de ma vie, nous a aidé à réaliser un projet. Donc, venir dire, bon, ok, je ne vais pas revenir là-dessus, tu dis, tu ne l'as pas dit, ok, c'est pas grave. Maintenant, je vais rectifier deux choses. Palmsi est l'émanation de PAM Industrie. Palmsi n'a jamais existé avant que PAM Industrie soit démantelée. Non, Palmsi n'a jamais existé avant. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. Palmsi, c'est à la vente de Palm Industrie qui a émané Palmsi. Maintenant, est-ce qu'on est obligé à chaque fois dans un débat de pouvoir vouloir apporter forcément la contradiction? J'ai dit et redit que quand j'ai pris la parole, j'ai dit que Palm Industrie marchait très bien. Mais tonton Guizot est venu, tonton Guizot me dit que non, peut-être que ça marchait, mais c'est la gestion qui n'était pas bonne. Mais j'étais d'accord avec lui, mais je pense qu'on peut passer à autre chose dès l'instant que j'ai dit ça, mais on dit non. Il faut apporter forcément
de la contradiction. Donc, on est obligé d'amalgamer, de dire ce que les gens n'ont pas dit. Il y a quelqu'un qui est monté sur le panel. Je suis monté par rapport à M. Kaza, qui a dit qu'il a travaillé à PAM Industrie. Mais moi, j'ai travaillé dans un coin, on m'a pas payé. Mais où est le rapport? Honnêtement, où est le rapport? Moi, je pense que quand nous menons les débats... Ouma, il est en haut de toi, il va te répondre. Moi, je pense que quand nous menons les débats, que nous discutons, après tout, ce n'est pas un problème de PDCI, de PPACI, de RHDP, c'est pour le bien de la Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai dit et redit, je ne suis pas un violent. La violence politique, c'est quelque chose qui ne m'intéresse guère. Après ça, on peut me traiter d'hypocrite, de tout ce qu'on veut. Honnêtement. Non, on peut se calmer, mener un débat. Moi, tout à l'heure, je vais pour vous dire vrai, tout à l'heure, j'ai dit que je partais à une réunion. Je ne partais pas à une réunion. Je suis un fan du football. Je partais regarder le match du barrage entre le Gabon et le Nigeria. Malheureusement, mes beaux-parents, ils ont perdu. Après le match, je demandais à monter sur le panel pour discuter en intelligence, pour discuter avec mes frères ivoiriens. Mais quand je vois que les gens, ils montent pour des attaques personnelles, honnêtement, tonton Guizoua me dit non, Kaza, tu es dans l'émotion, etc., etc. Bon, moi, je pense que c'est un ressenti. Moi, je suis pas dans l'émotion. Peut-être que je suis quelqu'un, je parle fort. Bon, voilà, je parle avec un peu de vigueur, peut-être avec un peu d'émotion. Non. Moi, je l'ai dit, tonton Ayédé, le grand Ayédé, tout à l'heure, il a commencé à aller dans le même sens que moi. Tonton Rousseau, en voyant qu'il est en train de dévier, était obligé de le recadrer pour dire non, il y a ceci, il y a cela. Moi, je parle par rapport aux informations que j'ai. Après, on peut apporter des démentis, on peut penser que je mens, on peut penser tout ce qu'on veut. Moi, je prends tout. Non, calmons un peu le débat, discutons entre nous en intelligent ivoirien, comme on a toujours su le faire. Voilà, moi c'est tout ce que je dis. Je suis pas là pour penser, pour investiver les gens, non. C'est pas ça mes propos. Ok, merci, je suis obligé de t'arrêter là.